Nous sommes à Avignon, le dimanche 28 novembre 2010. C'est ici vers midi, tout près du grand parking des Italiens, qu'une passante fait une terrible découverte. Une jeune femme passe à proximité du transformateur et son attention est comme ça attirée par du sang qui se trouve sur ces grosses pierres à proximité. Elle fait quelques pas en avant et découvre un cadavre qui était là, gisant à même le sol. Il s'agit manifestement d'une femme vêtue d'un survêtement avec des chaussures de ville et sa veste couvre sa tête. La jeune femme prévient les policiers et une fois sur place, ils comprennent qu'ils ont affaire à un crime particulièrement violent. Quand ils enlèvent ce qui recouvrait jusqu'à présent le visage de la victime, ils découvrent qu'elle a le crâne totalement défoncé, au point d'être totalement défigurée, il faut le dire, et elle a un tournevis planté dans la tempe. On a trouvé la très grosse pierre qui avait vraisemblablement servi à fracasser le crâne de la victime. Et nous avons retrouvé un peu avec difficulté le manche du tournevis qui était caché dans l'herbe. Sur place, les enquêteurs se heurtent vite à une première difficulté. La victime n'a pas de papier d'identité sur elle. Dans ses poches, il n'y a qu'un porte-monnaie, un mystérieux porte-clés et une clé de voiture. C'est justement grâce à cette voiture retrouvée plus tard que les policiers vont mettre un nom sur la victime du parking. Ils vont avec les plaques d'immatriculation identifier la victime. Il s'agit de Michelle Martinez, une dame de 66 ans. Pour le meurtre de cette retraitée a priori sans histoire, un homme est derrière les barreaux. Il s'appelle Sébastien Malinge, condamné à 30 années de prison. Seulement, du fond de sa cellule, l'homme clame son innocence. Tous les jours, Sébastien appelle sa sœur aînée, Audrey. Un soutien sans faille qui lui donne la force de se battre. Ouais, salut mon frère, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Quoi de neuf? Tu gères avec des jours ça. Comment tu fais pour tenir comme ça, là? Parce que moi, avec moins que ça... Comment je fais? J'ai 2 enfants, j'ai ma soeur, j'ai pas le droit d'être faible, c'est tout. Ouais. Sèche les yeux là-haut. Comment? Sèche les yeux là. Ouais, ils sont secs, mes yeux. Ils sont secs. Cet homme qui crie à l'injustice, nous l'avons rencontré et c'est exceptionnel. Un entretien de plusieurs heures au parloir de la maison d'arrêt d'Arles. Nous n'avons pas pu le filmer car cela est interdit par la loi. Mais pour enquête criminelle, il a accepté de raconter pourquoi, selon lui, il serait innocent. Ils me disent, cette femme elle est morte. Et ils m'ont dit le nom. J'ai dit, je connais même pas moi. Le plus dur en prison, c'est quand on te dit, c'est toi, ça ne peut être que toi. Pendant des mois, nous avons repris le dossier, retrouvé des éléments édifiants, recoupé les informations et recueilli de nouveaux témoignages. Une contre-enquête qui pourrait peut-être remettre en question l'issue de cette affaire. Il n'y a pas de mobile, il n'y a rien. Ça colle pas avec le crime qu'on lui impute. Ce serait pas la première erreur judiciaire qu'il y aurait. Si c'est lui qui a commis ce crime, je pense qu'il n'était pas tout seul. Et c'est une bombe. C'est une bombe qui est lâchée. La vie de Sébastien Malinge bascule le 23 décembre 2010. À l'approche de Noël, ce papa poule est venu rendre visite à ses 2 enfants qui vivent chez son ex-compagne. Sa meilleure amie, Karine, se souvient. Il était tout content, il avait réussi à trouver ce que ses enfants voulaient, tout ça. Il avait hâte d'amener ses cadeaux à ses enfants. Sébastien, ses enfants, c'était sa fierté. C'est vrai que c'était vraiment... dès qu'il pouvait, il en parlait. Et puis à ce moment-là, il s'est fait arrêter en emmenant les cadeaux, quoi.
Un jour heureux qui va virer au cauchemar, car au pied de l'immeuble de son ex-compagne, Sébastien Malinge est arrêté sans ménagement. 10 ans ont passé, mais cette arrestation est restée gravée dans sa mémoire. Ils sont venus vers moi, j'ai vu le gyrophare. Quand j'ai voulu sortir de ma voiture, ils se sont jetés sur moi. Ils m'ont mis par terre. Ils m'ont dit « tu bouges pas ». Ils ne m'ont pas dit tout de suite pourquoi ils m'arrêtaient. Moi je me suis dit « c'est parce que je roule sans permis ». À ce moment-là, Sébastien Malinge ne se doute pas qu'en réalité les policiers le soupçonnent d'avoir commis un meurtre. En garde à vue, il tombe des nues en apprenant les faits qui lui sont reprochés. Il était un peu surpris. Il a dit qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était placé en garde à vue. Surtout que quand les policiers en plus lui présentent la photo de Michel Martinez, lui il dit ne pas la connaître. J'ai dit « mais pourquoi je suis là moi ?» Et ils me disent « cette femme elle est morte ». Et ils m'ont dit le nom. J'ai dit « je connais même pas moi ». Mais pourquoi vous me parlez de ça à moi en fait? Ils me disent « parce que c'est vous ». Je dis « non, c'est pas moi ». Pour Sébastien Malinge, il y a méprise. Car d'après les informations que lui communiquent les policiers, il n'a aucune raison d'avoir déjà rencontré cette femme. D'abord, Michel Martinez vient d'emménager à Avignon à peine 1 mois plus tôt, alors que lui y est installé depuis des années. Et puis, la retraitée habite avec sa fille de 42 ans dans un quartier situé à 30 minutes à pied de chez Sébastien. Il est donc peu probable qu'il l'ait déjà croisé. On se dit, mais ce gars, si c'est lui, pourquoi? On ne comprend pas quel est son lien avec Michel Martinez. Surtout que Sébastien Malinge persiste et signe. Michel Martinez est pour lui une parfaite inconnue. Pourtant, il y a un élément contre lui accablant. Ayant déjà eu affaire à la justice, l'homme est fiché et son ADN a matché. À un moment donné, on va lui livrer les éléments dont il dispose, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, monsieur, votre ADN sur la scène de crime. Cet ADN complet sera retrouvé sur des endroits stratégiques, à savoir sous les ongles de la victime, sur le manche du tournevis, ainsi que sur les 2 manches de la veste portée par la victime. Donc à partir du moment où vous avez l'ADN sous les ongles, c'est obligatoirement un contact avec l'auteur. Sébastien Malinge, il faut comprendre qu'il ne s'explique pas la présence de son ADN sur la scène de crime, qu'il ne connaît pas la victime et qu'il est absolument étranger à tout ce qui lui est reproché. Et là, Sébastien, la réaction qui sont les siennes est de dire mais c'est pas possible, vous vous êtes trompé. Malgré ses dénégations, Sébastien Malinge est mis en examen le jour de Noël, le 25 décembre 2010. Il est alors écroué à la maison d'arrêt du Pontet. Quand tu es incarcéré, ouais, là c'est le plus dur. Là j'ai pleuré. Tu lâches prise. Tu peux pas lutter contre ça. Tu te sens rien du tout. En cellule, tu es seul. Ça fait bizarre en fait. Je suis resté assis sur le lit. Tu cogites. Je pensais plus à mes petits qu'à autre chose. J'ai pensé, c'est Noël et moi je suis ici. Pour l'entourage de Sébastien, c'est un coup de massue. Natacha, Karine et Wilfried ont rencontré Sébastien Malinge en 2005 lorsqu'il est devenu leur voisin. Et ils sont formels, l'homme qu'ils connaissent n'a pas le profil d'un meurtrier. C'était une joie de vivre, un sourire, une tchatche, un homme qui avait énormément d'empathie envers les autres. C'est un peu grâce à lui qu'on s'est tous rencontrés. On était une équipe d'une dizaine de personnes environ. Et c'est lui qui a déclenché un peu les barbecues le soir, le week-end, et il nous a tous réunis comme ça. C'était le clown de service.
Alors, je me rappelle surtout d'un barbecue où il avait lancé le thème sac poubelle. C'est une bonne rigolade. Et tous de décrire un ami serviable et généreux. Le jour où je suis tombée en panne de voiture, lui, n'ayant pas le permis, pas de voiture, il a fait 5 km à pied pour venir me dépanner. On avait le moindre problème, on l'appelait, il arrivait dès que possible. À un moment donné, il avait même les doubles de mes clés, donc du coup, c'était vraiment quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle. Il m'a gardé mes enfants à la maison. Dès lors, comment imaginer que le voisin idéal ait pu basculer dans une telle folie meurtrière? En fait, il y avait bien une piste sérieuse dans cette enquête, mais elle a vite été abandonnée. Cette piste, la voici. Les policiers pensent immédiatement au crime d'un déséquilibré. Quelque chose de soudain, d'extrêmement violent, qui aurait pu être le fait d'une pulsion comme ça, irrépressible en quelque sorte. Il s'avère que la veille du crime, un certain Jean-Pierre a fugué de l'hôpital psychiatrique. Et Jean-Pierre est un type extrêmement dangereux. C'est quelqu'un qui souffrait d'une psychose paranoïaque. S'il a été interné, c'est parce qu'il a essayé d'assassiner, de tuer son frère. Après 5 jours de cavale, Jean-Pierre est finalement arrêté dans le centre-ville d'Avignon au volant de sa voiture. Et l'attitude du fugitif est pour le moins troublante. Son interpellation, on va dire, était assez mouvementée parce qu'il ne voulait pas se faire interpeller. La première chose qu'il va leur dire au moment où il arrête, c'est « laissez-moi tranquille, j'ai rien à voir avec le meurtre du parking des Italiens ». C'est un petit peu surprenant, ça veut dire est-ce qu'il se sait recherché? Pourquoi s'il se sait recherché? Pourquoi est-ce qu'il a commis les faits? Plus compromettant encore, les objets découverts dans sa voiture font froid dans le dos. Il est armé jusqu'aux dents. Il a plusieurs couteaux. Il a un pistolet à billes. Cerise sur le gâteau, il y a des coupures de journaux qui relatent l'affaire. Donc ça peut aussi poser un doute. Est-ce qu'il a vraiment rien à voir ou est-ce que c'est vraiment lui qui a pu tuer Michel Martinez? Un autre élément laisse penser que Jean-Pierre n'est peut-être pas étranger au meurtre de Michel Martinez. Ce témoignage d'une de ses amies chez qui le fugitif s'est rendu quelques heures seulement avant le meurtre. Et voici ce qu'elle déclare. Il était très en colère. En tout cas, il n'était pas dans son état habituel. 10 ans plus tard, nous avons retrouvé cette femme. Ses souvenirs sont intacts et selon elle, Jean-Pierre, aujourd'hui décédé, était un homme dangereux. Ouais, mais c'est quelqu'un qui ne met pas qu'on lui tienne la tête. Je suis énervé pour pas grand-chose des fois. Vous l'imagineriez pouvoir tuer quelqu'un? Vous savez, ce sont des gens ça, qui... les gens lunatiques, comme ça, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire des fois. Il fallait purger la piste du fou, c'est-à-dire la piste de Jean-Pierre. Il fallait aller jusqu'au bout, il fallait faire la perquisition à l'hôpital psychiatrique, essayer de retrouver des témoins qui ont pu le voir, je ne sais où, etc. C'était une piste à creuser, elle n'a pas été creusée. Et si les policiers n'ont pas creusé plus la piste de Jean-Pierre, c'est qu'au même moment, les analyses ADN réalisées sous les ongles de la victime, sur sa veste et sur le manche du tournevis, ont permis d'isoler un ADN, celui de Sébastien Malinge, désigné à partir de là comme le parfait coupable. Il faut dire qu'en consultant le casier judiciaire de leur suspect, les policiers ont également découvert qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, ce qui ne plaide pas vraiment en sa faveur. On s'est aperçu qu'il était connu déjà pour exhibition sexuelle.
Deuxième affaire, c'était une agression sexuelle. Il s'est montré insistant à l'occasion d'une jeune fille qui circulait sur une bicyclette. Il lui a couru après, il l'a rattrapé, il lui a mis la main aux fesses, ce qui est considéré comme une agression sexuelle. Après l'exhibition, on est sur une phase crescendo où, après l'exhibition, on touche la victime. Donc à partir de là, les policiers sont persuadés que l'affaire est pliée, qu'ils tiennent le coupable. Et ce n'est pas tout. Depuis qu'il est séparé de sa compagne, Sébastien Malinge est dans une situation personnelle délicate. Il n'a plus d'emploi stable, ni de domicile fixe. Il y a un moment où même il va vivre dans un camping et puis il finit par trouver un appartement qui lui est prêté par une amie à lui. Mais l'appartement, il n'y a pas d'eau courante. Le profil inquiétant de Sébastien Malinge collerait parfaitement avec celui du meurtrier que recherchent les enquêteurs. Alors, le jour du meurtre de Michel Martinez, Sébastien Malinge se serait-il exhibé devant elle et l'aurait-il agressée ensuite? Ils pensent à ça, les enquêteurs, à ce moment-là, vu le profil et les antécédents de Sébastien Malinge. Pour le meurtre de Michel Martinez, Sébastien Malinge risque 30 années de réclusion criminelle. Et pourtant, un rebondissement inattendu va venir ébranler toute l'affaire. Nous sommes en mars 2012, à quelques jours du procès de Sébastien Malinge. Maître Guénoun rend visite à son client à la maison d'arrêt du Pontet. Il doit lui présenter la liste des témoins qui seront présents à l'audience. Alors je lui montre la liste pour demander à Sébastien Malinge, est-ce que vous connaissez des noms? Est-ce que vous avez des précisions à me donner sur les témoins cités par l'accusation? J'ai pris le papier, j'ai lu, il a dit « Ça, c'est le nom des parties civiles ». J'ai vu marquer le nom de Marianne. J'ai dit « Mais ce nom, je le connais en fait ». Je lui dis, attendez, c'est la fille de la victime, Sébastien, vous plaisantez là, qu'est-ce que vous nous racontez? J'ai révélé que j'avais eu une relation avec Marianne. Incroyable. Sébastien Malinge affirme qu'il aurait entretenu une relation avec la fille de la victime. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit avant? En fait, il y a une explication. Michel Martinez, la victime, et Marianne, sa fille, ne portaient pas le même nom de famille. Marianne a conservé le nom de son ex-mari, dit Nicolas. Tout le monde me parlait de Martinez. Je connais pas Martinez, moi. En revanche, on peut se demander pourquoi Marianne, la fille de la victime, n'a rien dit aux policiers lorsque le prénom et le nom de Sébastien Malinge s'est étalé à la une de la presse. Pourquoi Madame Di Nicolas n'a pas dit au juge d'instruction, mais je connais Sébastien Malinge, je viens de le reconnaître sur les photos publiées dans les journaux locaux. Est-ce qu'elle en avait honte? Parce qu'effectivement, avoir eu une relation amoureuse avec le meurtrier présumé de sa mère, c'est quand même quelque chose de difficile à assumer. Donc est-ce qu'elle en a honte? Est-ce qu'elle veut le cacher? Mais en tout cas, son comportement, il l'interroge. Pour la défense, cette révélation change tout. Cela pourrait bien expliquer pourquoi l'ADN du suspect a été retrouvé sur les vêtements de la victime. Au moment du drame, Michel Martinez venait tout juste de poser ses valises chez sa fille Marianne. Lorsque Sébastien Malinge était l'amant de Marianne, ils ont eu à de nombreuses reprises des relations sexuelles sur le canapé. Le canapé sur lequel dormait Michel Martinez. On peut comprendre maintenant que l'ADN de Sébastien Malinge ait pu se retrouver au domicile de Marianne dans lequel vivait Michel Martinez. Cependant, un transfert d'ADN du canapé vers la veste de Michel Martinez n'explique pas, a priori, la présence de l'ADN de Sébastien Malinge sous les ongles de la victime. Sauf que là encore, ses avocats ont une théorie. La veste que portait Michel Martinez
ce jour-là, était la veste de Marianne Di Nicola. C'est un objet retrouvé dans la poche de cette veste qui le laisserait penser. Souvenez-vous, les enquêteurs avaient découvert un mystérieux porte-clés portant l'inscription « Tu es né le 10 mai ». Et c'est très exactement le jour de la naissance de Marianne Di Nicola. Ce qui m'amène à penser que cette veste pouvait être celle de Marianne Di Nicola que sa mère a enfilée ce matin-là. Une veste, on y dépose nécessairement tout ce qu'on a sur les mains, puis peut-être les cellules du compagnon avec lequel on entretient une relation. Les poches, c'est un réceptacle. Et Michel Martinez, qui part ce matin-là, nécessairement, elle met ses mains dans les poches de la veste. Et là, il y a la contamination qui peut se faire. Quant à l'ADN de Sébastien Malinge, retrouvé sur le manche du tournevis, il y aurait peut-être là encore une raison, toute simple. Sébastien Malinge raconte avoir effectué des travaux chez Marianne, sa maîtresse, et cela peu de temps avant le drame. Il disait même, à un moment donné, elle a acheté des meubles chez un célèbre vendeur de meubles, c'est moi qui les ai montés, etc. Et donc il a utilisé un tournevis qu'il a sans doute abandonné, laissé sur place. Donc il a touché ce tournevis, et après, quelqu'un d'autre a pu se servir de ce tournevis, c'est pas forcément lui. Ainsi, la présence de l'ADN de Sébastien Malinge sur Michel Martinez et sur le tournevis ne signifierait pas forcément qu'il est l'auteur du crime. Et ces nouveaux éléments, les avocats de Sébastien Malinge comptent bien les mettre à profit pour mettre à mal l'accusation. Seulement voilà, rien ne va se passer comme prévu. Le 18 mars 2012, au palais de justice d'Avignon, alors que s'ouvre le procès de Sébastien Malinge, Maître Guénoun s'empresse de révéler à la cour qu'il y a encore à peine un mois, son client et la fille de la victime étaient en fait amants. À cette annonce-là, on s'est dit enfin, il y a quelque chose qui fait que le procès va tourner différemment et qu'il y aura une réouverture d'enquête. Et c'est une bombe. C'est une bombe qui est lâchée. Là, d'un coup, Sébastien Malinge est connecté à Michel Martinez. Indirectement, certes, mais la connexion, elle est réelle, elle est factuelle. Et là, le doute, il est énorme. Alors, lorsqu'elle se présente à la barre, Marianne, la fille de la victime, est donc sommée de s'expliquer. Et finalement, Marianne va reconnaître, effectivement, avoir entretenu une relation sentimentale avec Sébastien Malinge. Marianne dira que la relation a duré quelques mois, qu'il est venu au grand maximum 3 fois chez elle. Marianne Di Nicola minimise l'importance de sa relation avec l'accusé. Pour elle, c'est du passé. Marianne dira que la relation s'est terminée 2 ans avant le décès de sa mère. Dès lors, le coup de théâtre ne va pas obtenir l'effet escompté. Douchant les espoirs de la défense, la présidente de la Cour refuse de suspendre l'audience afin de procéder à de nouvelles investigations. J'ai assisté à plus de 1000 procès de cour d'assises. J'ai vu des procès renvoyés pour beaucoup moins que ça. Là, c'est énorme, ça. Le procès continue donc comme si de rien n'était. Et à l'issue de 3 jours de débat, le verdict tombe. Sébastien Malinge est condamné à 30 années de réclusion criminelle. On m'a dit, vous prenez 30 ans de prison. Tu réalises pas? T'es choqué? On te dit ça, tu l'entends? L'avocat dit, on va faire appel, ça va aller. Mais en fait, non, ça va pas. Je me suis mis à pleurer. Moi, c'est un coup de massue. On s'est dit, c'est la fin, c'est fini. Encore, on nous aurait donné des preuves, on nous aurait donné une cause, le pourquoi du comment, mais on nous a rien n'a été prouvé dans cette affaire.
On n'a pas eu de réponse en fait. On n'a pas eu de réponse et on a eu une condamnation. Sébastien Malinge fait immédiatement appel de cette décision. Ses avocats exigent un complément d'enquête. Ils comptent bien prouver qu'à la barre, Marianne n'a pas dit toute la vérité. En effet, pour Sébastien Malinge, sa liaison avec Marianne Di Nicola n'était pas qu'une simple passade. Sébastien a toujours indiqué qu'il était resté pratiquement 2 années avec Marianne Di Nicola. Alors, il n'y a pas dormi tous les soirs, mais il avait quand même une vie avec elle. Or, face aux policiers, Marianne prétend toujours le contraire. Je ne suis allée qu'une seule fois chez lui. C'est là où nous avons eu des relations sexuelles pour la première fois. Ensuite, il a dû venir maximum 3 fois chez moi. On a 2 sons de cloche. En tout cas, là-dessus, ils sont pas d'accord tous les deux. Pour tenter de démêler le vrai du faux, nous avons contacté les voisins de Marianne. Et leur témoignage confirme la version de Sébastien. Tous s'accordent à dire qu'ils ont croisé l'homme à de nombreuses reprises à proximité du domicile de Marianne. Oui, il passait devant ma maison, son portail, on se disait bonjour, juste bonjour. Il avait l'air gentil, enfin, aimable. Vous le croisiez assez régulièrement donc? Ah oui, le soir, mais voilà, il avait son petit train de vie. Le soir, il promenait le chien, quoi, voilà, et c'était la sortie du chien, quoi. C'est vrai qu'à une époque, il était toujours là, quoi. On se croisait quand on promenait les chiens, et donc on devait se voir, allez, tous les 10 jours, une fois tous les 10 jours. Donc on est loin de la relation qu'elle décrit, elle. C'est, a priori, s'il y a un des deux qui ment, c'est pas Sébastien Malinge. Et ce n'est pas tout. Sébastien soutient que quelques semaines seulement avant le meurtre de Michel Martinez, il fréquentait encore sa fille. Marianne, elle dit que non. Elle dit que c'était terminé, très en amont des faits. Seulement, dans le dossier d'instruction, nous avons mis la main sur le procès-verbal d'une audition de la fille de Marianne. Et face aux enquêteurs, elle contredit purement et simplement les déclarations de sa maman. Je n'ai vu cet individu qu'une fois, en coup de vent. C'était chez moi, j'étais dans ma chambre, et lui était venu boire un café. Tu saurais me dater cette rencontre? C'était pas loin du moment où nous avons acheté ces meubles. Cet épisode dont parle la jeune fille correspond à la période où Sébastien Malinge est venu aider Marianne à monter des meubles. Souvenez-vous, une visite qui pourrait expliquer la présence de l'ADN de Sébastien sur le tournevis. Sa propre fille situe Sébastien Malinge comme étant présent au domicile familial au mois de mai. On a la facture des meubles, et là, les meubles, ils ont été achetés le 12 mai 2010. C'est-à-dire 6 mois avant le meurtre. Alors que Marianne affirme avoir coupé les ponts avec son amant 1 an et demi plus tôt. Tous ces éléments laissent à penser que Sébastien Malinge raconte la vérité. Un dernier élément va jeter le trouble sur les déclarations de Marianne Di Nicola. C'est le témoignage d'une voisine de Marianne recueilli avant le procès en appel. Elle raconte une étrange anecdote qui remonte à l'arrestation de Sébastien Malinge. Voici ce qu'elle dit. Marianne est venue me voir avec le journal en main dans la semaine de l'arrestation de cet individu. Et nous a dit « Il s'appelle Sébastien », en me donnant le nom de famille que je n'ai pas retenu. Elle a ajouté « Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu ». Je ne le connais pas, c'était bizarrement dit. Et là, on est juste après l'arrestation de Sébastien Malinge, c'est-à-dire 1 mois après le crime. Elle arrive avec le journal à la main et elle dit « Mais ce Sébastien, je le connais pas ». Alors qu'elle le connaît, elle a couché avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marianne est une personne sous antidépresseur. Il n'y a jamais eu volonté de dissimuler cette information-là. Elle ne reconnaît pas l'homme avec lequel elle a couché, mais enfin, c'est quoi cette histoire?
Pour Audrey, la sœur de Sébastien Malinge, les déclarations incohérentes de Marianne Di Nicola sont incompréhensibles. Elle dit rien, après elle ment sur la durée de la relation. Je comprends pas, moi. Moi, si ça arrive à ma mère, je voudrais tout savoir, je voudrais apporter tout ce que je pourrais apporter et dire écoutez, oui, ce monsieur, je le connaissais. Donc pourquoi on n'a pas posé plus de questions à Marianne Di Nicola pourquoi la police n'a pas été chez Marianne Di Nicola où vivait sa maman? Pourquoi ça n'a pas été fait pour prouver qu'il y aurait pu avoir un transfert? Est-ce qu'on peut contaminer quelqu'un en laissant ces particules dans le domicile de Marianne Di Nicola? C'est ça qu'on voulait savoir. Et ça, on l'a pas eu. Pour les avocats de Sébastien Malinge, c'est une nouvelle déconvenue. Car dans ces conditions, impossible de confirmer que c'est chez Marianne Di Nicola que l'ADN de leur client se serait déposé sur la veste de la victime. Alors, lorsqu'en décembre 2014 s'ouvre à Nîmes le procès en appel de Sébastien Malinge, rien n'a vraiment changé et la défense craint le pire. Évidemment, on était avec le même dossier, les mêmes expertises, les mêmes témoins, et ce supplément d'enquête qui était réduit à peau de chagrin, quoi. Seul espoir pour les proches de Sébastien Malinge, que Marianne Di Nicola revienne sur ses déclarations. Hélas, déjà très éprouvée par le décès de sa mère, depuis le drame, la fille de la victime a contracté une maladie neurologique qui affecte entre autres sa mémoire. Et là, je vois une dame complètement avachie, une dame qui n'arrive pas à s'exprimer. Ça brise tout espoir parce qu'on se dit elle a du mal à parler, donc elle va rien nous dire de plus. On n'entend pas ce qu'elle dit. L'issue du procès en appel est donc sans surprise. Sébastien Malinge est à nouveau condamné à 30 ans de réclusion criminelle. J'ai rarement vu quelqu'un condamné à une lourde peine de prison avec aussi peu d'éléments. Aux assises, j'ai jamais vu quelqu'un condamné uniquement sur ADN. Ça ne suffit pas. Sébastien Malinge a été jusqu'à se pourvoir en cassation, sans succès. Aux yeux de la justice, il est le meurtrier de Michel Martinez. Et cela, ses proches refusent de l'admettre. Je ne retrouve pas du tout mon frère dans ce crime. Mon frère, c'est plutôt celui qui va rendre service, qui va pouvoir défendre la veuve et l'orphelin. Après, violent, non, je l'ai jamais vu piquer une colère plus grosse que ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un que je connais qui ne ferait pas de mal à une mouche. On est loin du monstre barbare qu'on essaye de nous présenter devant la cour d'assises. Alors, Sébastien Malinge pourrait-il avoir été condamné à tort? Pendant plusieurs mois, nous avons épluché les centaines de pages du dossier d'instruction et contacté les témoins de l'affaire. Ça, c'était tous les jours. Nous avons croisé leurs témoignages. Et vous allez voir qu'il reste dans cette affaire des éléments qui interrogent. Ce dossier est incompréhensible. Sur la possible innocence de Sébastien Malinge. À commencer par son emploi du temps. Lors de la découverte du corps de Michel Martinez, le médecin légiste a estimé l'heure de la mort entre 7 et 9 heures du matin. Or, ce matin-là, dans le créneau horaire avancé par le médecin légiste, Sébastien Malinge était très occupé. Il explique qu'avec l'un de ses amis, l'un de ses meilleurs amis, ils sont allés en boîte de nuit sur Avignon, au Beau-Carrosse. Lui dit qu'ils sont restés jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis que ce copain l'a ramené chez lui, au Pontet. Il dit qu'il a dormi un petit peu. Et aux alentours de 8 heures du matin, il reçoit un appel téléphonique de ce même ami, Christophe, qui lui demande de lui rendre un service, de venir avec lui pour l'amener à la gare TGV parce qu'il avait réservé un véhicule de location. Nous avons retrouvé le relevé téléphonique
de Sébastien Malinge, le jour du drame. Et on y lit clairement qu'il reçoit l'appel de son ami Christophe à 8h03. C'est vérifié, cet appel a existé et on a fait de la géolocalisation, c'est-à-dire de savoir où se trouve le propriétaire du portable au moment où il sonne. Et là, il est bien chez lui, au Pontet, à 8h du matin. 8h44, on les retrouve à la gare TGV, donc effectivement, le véhicule avait été réservé, donc il a été récupéré par Christophe. Alors, on a retrouvé le dossier le contrat de location qui sert d'alibi à Sébastien, et on a l'heure précise de la location, c'est 8h44. Donc c'est la preuve que Sébastien n'a pas menti sur cette partie de son emploi du temps en tout cas. Après ce passage chez le loueur, les deux amis ont repris la route direction le Pontet. Christophe au volant du véhicule de location, Sébastien suivant derrière dans la vieille voiture de son ami. Lorsque soudain, vers 8h50, il est contraint de s'arrêter à cause d'une panne. Tout ça est confirmé par les enregistrements de vidéosurveillance puisqu'il a été filmé à ce moment-là. On voit la scène, on voit ce véhicule qui fume, on voit ces deux hommes qui sont en train d'essayer de le réparer. Clairement, Sébastien Malinge a un alibi entre 8 et 9 qui est indémolissable. Dans ce cas, Sébastien aurait-il pu commettre le crime avant 8h du matin? Vous allez voir que cela est peu probable. En effet, lors du procès en appel, le médecin légiste a finalement estimé l'heure de la mort au plus tôt à 7h30. Sachant que Sébastien est rentré chez lui au Pontet au plus tard à 8h03. Il n'aurait eu donc qu'une demi-heure pour tuer la retraitée sur le parking des Italiens et parcourir les 2 kilomètres jusqu'à son domicile. On sait que Sébastien Malinge n'a pas de véhicule. Il se déplace à pied en permanence et que entre là où il réside, au Pontet, et là où le meurtre a été commis, il faut environ entre 25 et 29 minutes à pied. Donc tout ça est extrêmement serré. C'est jamais impossible, évidemment. Mais ça paraît quand même peu probable. C'est compliqué. Dans ce dossier, il n'y a pas que l'alibi de Sébastien Malinge qui cloche. Si l'homme avait commis le crime, il aurait été couvert de sang. Or, à 8h44, ce n'était plus le cas. Lorsqu'il va arriver auprès de Christophe Moulin, qui l'attend pour aller ensemble à la gare TGV, il est habillé tout à fait normalement, Sébastien Malinge. D'ailleurs, lorsque les enquêteurs perquisitionnent chez Sébastien Malinge, ils ne trouvent ni tache de sang, ni trace ADN appartenant à la victime. C'est d'autant plus curieux que dans cet appartement, l'eau était coupée. Il faut qu'il trouve un endroit pour se laver, se changer. Il aurait fallu qu'il soit un champion de course à pied pour pouvoir se changer ou se laver ailleurs. Donc tout ça fait que ça colle pas. Ça colle pas avec le crime qu'on lui impute. Et si finalement Sébastien Malinge n'était pas le meurtrier de Michel Martinez? Et surtout, qui d'autre aurait pu s'en prendre à la retraitée? Justement, en parcourant le dossier d'instruction, nous sommes tombés sur des échanges entre la victime et plusieurs hommes sur des sites de rencontres. Michel Martinez aurait-elle pu se mettre en danger? Tu recherches quoi? Rompre ma solitude. Et toi? Sur Internet, on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est tout le danger d'Internet. On peut tomber sur un fou, un détraqué, un obsédé du crime. Sous le pseudo de Douce Amère 4, la retraitée se laissait aller sur la toile à des conversations pour le moins explicites. Un brin coquine? Un brin, oui. On se rencontre? La semaine prochaine. Et il se trouve qu'il y a un homme avec qui elle échangeait régulièrement et avec qui elle a échangé la veille des faits. 5 jours avant sa mort,
Michel avait eu une relation avec cet homme. Et à en croire leur conversation, les deux amants devaient se revoir. Cet homme, nous l'avons retrouvé. Nous l'appellerons Pierre, car il a souhaité garder l'anonymat. Je l'ai rencontré à travers le site, ça s'est bien passé lors de nos discussions, c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin, voilà. Elle m'avait donné rendez-vous, après on s'est vu 2 fois. Et c'est justement le lieu où Michel a donné rendez-vous à son amant d'un soir qui interpelle. Ils avaient eu ces rapports sur un parking dans une voiture. Pour la nuit du meurtre, Pierre dispose d'un alibi. Seulement, il n'était visiblement pas le seul que Michel Martinez fréquentait. Dans le dossier d'instruction, nous avons retrouvé des éléments qui montrent que durant les 3 semaines qui ont précédé le meurtre, elle a échangé avec des dizaines d'hommes. Elle n'avait pas que moi comme amie, je crois pas, puisqu'elle avait d'autres relations avec d'autres personnes, puisqu'elle était sur le site. Après, moi je sais pas, elle a connu la mauvaise personne. Hein. C'est une piste effectivement qui est intéressante parce qu'elle évoque le parking et on l'a retrouvé assassiné près d'un parking. Ça règle le problème du mobile parce qu'au moins on comprend ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'elle a pu avoir rendez-vous avec l'un de ces hommes qu'elle a rencontré sur Internet et ça aurait mal tourné? Seulement ces hommes n'ont jamais été entendus par la police. On aurait pu découvrir un certain nombre de personnes, de gens qu'elle avait côtoyés, ne serait-ce qu'une soirée. On ne sait pas, ça n'a pas été fouillé plus en avant parce qu'on s'est arrêté. Oui, enfin, on aurait pu continuer plus loin dans les recherches sur les sites internet, mais je crois que on avait quand même déjà bien approfondi. Bon, après, on peut continuer toujours à travailler, ça s'efface pas. Il faut dire que la thèse de la mauvaise rencontre sur Internet n'a jamais été celle privilégiée par les enquêteurs. Car à l'époque, les policiers pensent tenir une piste beaucoup plus convaincante en la personne de Sébastien Malinge. Pourtant, au cours de cette contre-enquête, une question est revenue plusieurs fois. Marianne Di Nicola, la fille de Michel Martinez, a-t-elle vraiment tout dit dans cette terrible affaire? C'est vrai que Marianne, c'est un des personnages qui mérite de l'attention. Moi, je comprends pas ça, qu'on n'ait pas plus posé de questions que ça à Marianne Di Nicola sur cette affaire. Surtout que depuis le départ, les policiers se fient aux déclarations de Marianne Di Nicola pour comprendre ce qui a poussé sa mère à sortir si tôt ce dimanche matin. Marianne avait déclaré que Michel Martinez était parti chercher des cigarettes. Mais fallait-il la croire? Madame Martinez était une grosse fumeuse de cigarettes et elle avait demandé à sa fille où était le tabac le plus proche. Je lui explique par où passer, donc longer la voie ferrée, et puis ensuite traverser le parking des Italiens, et puis après il y a 2 boulevards à traverser, et vous êtes au bar Saint-Lazare. L'endroit où le corps de Michel a été découvert se trouve effectivement sur le chemin du bureau de tabac. Et on a compris du coup le cheminement de la victime qui a quitté le domicile en s'habillant avec son survêtement rapidement, avec son porte-monnaie, et c'est pour ça qu'elle n'avait rien pris sur elle, même pas son téléphone, pour aller directement au tabac. Le seul problème, c'est que tout le monde sait dans le quartier, et Madame Di Nicola le sait aussi, c'est que ce bar-tabac est fermé tous les dimanches. Étrange que Marianne, elle-même très grosse fumeuse, ait oublié cette information. Alors les proches de Sébastien Malinge en sont convaincus, quelque chose cloche dans les déclarations de la fille de la victime. Pourquoi est-ce que Marianne dirige sa maman vers un tabac fermé le dimanche matin? Ça, c'était illogique. Quand on est fumeuse, donc on connaît les tabacs ouverts ou fermés à proximité le dimanche matin. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, Michel, la victime, est découverte sans sac à main, sans papier d'identité, sans portable et sans clé de domicile. Plein de choses sont bizarres. Elle prend pas ses affaires, oui, elle prend pas
Elle prend juste de l'argent, un manteau, elle prend ses clés de voiture, mais elle part à pied. Pourquoi avoir des clés de voiture si elle part à pied? Pourquoi partir si tôt le matin? Et je me dis, si sa fille fume aussi, est-ce qu'elle a tenu toute la matinée sans cigarette? C'est bizarre, cette histoire de cigarette. Et si ce matin-là, Michel Martinez n'était pas allé chercher des cigarettes? Et si la retraitée était morte ailleurs? Dès le départ, les policiers se sont cantonnés à une seule hypothèse. Michel Martinez a été tué à l'endroit où on l'a trouvé. Les armes du crime, c'est les 2 pierres qui sont à 2 mètres ou 3 mètres du corps. Mais ils n'ont pas imaginé un autre scénario. Parce qu'il y avait quand même ce tournevis planté dans la tempe. Rien ne nous dit qu'il a été planté à cet endroit-là. Une hypothèse également avancée par l'avocat de Sébastien Malinge. Le meurtre a eu lieu ailleurs. Et que le coup de tournevis mortel a été porté ailleurs. On l'emmène ensuite sur ce parking, enfin en tout cas derrière ce transformateur, et on l'achève, ou en tout cas on la maquille avec un coup de pierre. Cette pierre qui écrase le visage de Madame Martinez, c'est un acte censé déguiser un meurtre en meurtre de rôdeur. Les soutiens de Sébastien en sont persuadés. Les policiers, dès le départ, n'ont pas assez questionné Marianne Di Nicola. Force est de constater qu'aucune perquisition n'a été faite à son domicile, pas plus que on a essayé de fouiller un peu dans sa vie pour voir s'il y avait un problème avec sa mère. C'est dommage parce que si tout est limpide dans l'existence et dans le lien qui unissait la mère et la fille, on ferme la porte et on passe à autre chose. Nous avons rencontré un homme qui connaît très bien Marianne. Il s'agit de son ex-mari, Roland Di Nicola. Lui, qui a vécu de nombreuses années à ses côtés, n'a jamais cru que la mère de sa fille puisse être mêlée à ce terrible drame. Vous comprenez le doute qu'il y a pu y avoir de la part des observateurs oui, je peux comprendre. Sur votre ex-femme? Je peux comprendre. Mais il faut aussi comprendre aussi. Les ADN, les experts qui ont parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, moi. Mais il faut comprendre aussi, nous. J'y étais, moi, au tribunal 2 fois. Moi, je la crois, ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est tout. Surtout, elle, je vois pas, ça va loin, quand même, je veux dire. Ça va très loin. Et quand vous voyez tout ça, ce qui s'est passé, de revenir sur qu'elle ne méritait pas ça. C'est pas une tueuse, quand même. Dans cette incroyable affaire, c'est bien l'ADN qui a condamné Sébastien Malinge. La reine des preuves pour laquelle les enquêteurs ont abandonné toutes les autres pistes. Comme celle de Jean-Pierre. 10 ans plus tard, son alibi reste toujours un mystère. Que faisait-il le jour où Michel Martinez est morte? Personne ne le sait vraiment. Il y a aussi la mauvaise rencontre sur Internet. Des dizaines d'hommes fréquentaient la victime au moment du drame. Cette piste n'a pourtant jamais été creusée. Et c'est ainsi que depuis 10 ans, Sébastien Malinge purge sa peine derrière les murs de la prison d'Arles. Il est aujourd'hui définitivement condamné, mais il peut espérer une libération conditionnelle à partir de 2022. On attend je dirais pas un miracle, mais on attend que quelque chose se passe, quoi. On sait que c'est pas lui, et voilà, on est là pour lui, on l'aime, on le soutient.